Bon alors on n'a pas eu un spectacle rocambolesque comme l'année dernière, mais on a encore eu une belle course à Silverstone avec deux nouveaux protagonistes. Et non, je ne parle pas de Sonny Hayes et de Apex GP qui étaient en tournage pendant ce même week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2023 de Formule 1. C'est parti! Première réaction, je commence par celui que j'ai pris en affection depuis qu'il est chez Williams et c'est clairement devenu un petit peu mon type préféré, c'est Alex Albon et forcément on va parler de Williams en règle générale. J'ai l'impression que je vous en parle finalement à tous les Fast 5, mais là vu le week-end, honnêtement, je peux pas faire autrement. Alors, comme le dit bien Albon, c'est un peu un week-end mystère parce qu'en essai libre, la Williams était avion, comme on dit, et ils roulaient pas avec très peu d'essence pour faire genre qu'ils étaient rapides. Ils étaient vraiment rapides. Mais le problème, c'est que ils savent pas trop pourquoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment la merde. Bon, alors ce bon rythme, ça s'est quand même confirmé en qualif. Albon en Q3, Sargent, je crois qu'il était à la porte de la Q3, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, l'Américain a fait quand même des gros progrès assez notables depuis le début de saison. Il arrive à performer un minimum dans une voiture qui reste ultra difficile à piloter. Parce que ça reste une Williams. Alors ça roulait très fort pour les Williams en course. Faut dire qu'on est sur un circuit qui correspond bien à leur voiture, à leur package. Beaucoup de pleine charge, plutôt peu d'appui aérodynamique. Bref, ça fonctionne bien. L'année dernière, Albon disait que la Williams était assez sensible aux rafales de vent. Il a appris à la piloter avec ce défaut et c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui. La voiture, en fait, elle glisse presque un petit peu tout le temps, comme il le dit. Et comme tout le monde se plaignait du vent en course et n'était pas habitué à ce genre de conditions, ça faisait un petit avantage pour le Thaïlandais sur ce Grand Prix. Parti en médium, la stratégie pour Williams, c'était de jouer ce qu'on appelle la position en piste le plus possible. C'est d'être devant, de rester le plus longtemps possible en piste pour gagner des positions, d'être devant parce que derrière, en fait, ça allait être difficile de les rattraper en ligne droite, les Williams. Et finalement, la safety car, elle est arrivée plutôt au bon moment. Alors du coup, ça met les softs pour la fin de course, en bataille avec Fernando Alonso, rien que ça, qu'il va pousser absolument jusqu'au bout, mais avec quand même un petit Charles Leclerc derrière prêt à saisir la moindre opportunité. Fallait être extrêmement vigilant sur le déploiement de la batterie et la tentative d'attaque sur Alonso parce que si ça échouait, en fait, Leclerc le mangeait directement. Alors pour vous illustrer un petit peu la chose, c'est un petit peu comme ce qu'a réussi Pérez sur Sainz qui venait de compromettre sa sortie de virage. Et du coup, Pérez a dépassé Sainz, qui s'est fait dépasser par Albon, qui s'est fait dépasser par Leclerc. Donc, un petit peu moins de prise de risque pour Alexander Albon que ce qu'il aurait pu faire pour tenter de dépasser l'Aston Martin. Du côté de Logan Sargent, ça finit P11. C'est vraiment dommage pour l'Américain parce que ça pouvait mériter les points aujourd'hui. Dans tous les cas, Williams marque de jolis petits points. 7e à égalité avec Haas. Ça y est, ils n'ont plus clairement la voiture la plus mauvaise de la grille. J'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois qu'on dit ça, mais quand même. En Hongrie, très probablement qu'ils vont souffrir, mais on devrait les revoir un petit peu plus en forme à Spa et Monza notamment. Bon, les week-ends s'enchaînent et se ressemblent pour Ferrari qui a été le dindon de la farce malheureusement ce dimanche et pourtant c'était le bon call encore une fois, mais il n'y a pas eu la réussite. Bon alors en qualification, comme d'habitude, la Ferrari est vraiment bien, P4, P5 devant les Mercedes et les Aston Martin. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Alors oui, je compte pas les McLaren parce que c'était un petit peu autre chose et peut-être un petit peu plus de circonstances. Mais bon, quand même. Russell part en soft, stratégie très osée et Leclerc a défendu par 2 fois de manière vraiment, j'allais dire virulente ou en tout cas rugueuse. C'était un poil trop agressif, je trouve, de mon point de vue. Surtout sur le deuxième frein où clairement on le voit plonger à la corde du virage 16, je crois, pour tenter de bloquer Russell. Et après, le jus des softs n'était plus là pour George Russell, mais la Mercedes conservait le rythme de la Ferrari malgré tout. Et forcément, Leclerc était sous la menace d'un undercut de Russell. Et donc les softs n'allaient pas non plus durer éternellement, normalement. Tour 17, 17 tours, voire même 20 tours avec les softs, parce que Russell avait 3 tours de soft dessus. Box pour tenter de se protéger d'un undercut de la Mercedes. Alors on s'attendait chez Ferrari, comme chez tout le monde je pense, tous les spectateurs, toutes les écuries, à ce que Russell rentre et déclenche en quelque sorte la vague d'arrêt au stand de manière assez logique et finalement pas du tout. Alors Russell a continué, il avait le même rythme en soft usé que la Ferrari en pneus hard 9, ce qui est absolument phénoménal. Alors au final sur ce Grand Prix, Russell et Leclerc ont dicté la stratégie à absolument tout le reste du paquet.
Tant que Russell s'arrêtait pas avec les softs, il n'y avait presque aucune raison de s'arrêter si on avait des médiums par exemple, et si on avait toujours de la constance dans les temps autour. Alors du coup, oui, Russell a montré que les softs fonctionnaient parfaitement et sur la durée, et Leclerc a montré que les hards n'étaient pas si bons que ça et manquaient de performance. Alors l'arrêt de George Russell, il est aussi optimisé pour le trafic quand il s'arrête, mais il aura fait plus de la moitié du Grand Prix avec des softs, qui avaient d'ailleurs 3 tours, hein, je vous le rappelle, avant le début de la course, c'est absolument fou. Alors pour enfoncer le clou, Ferrari arrête Sainz quelques tours avant la virtual safety car et la safety car et lui met des hards. Du coup, c'est double peine pour les rouges, ils sont sur les mauvais pneus et ils se font avoir par la voiture de sécurité. C'est la totale. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Russell fasse autant de tours sur les softs. Même chez Mercedes, on n'y croyait pas vraiment qu'on arrive à faire ça. Et n'oubliez pas non plus que si on peut dire que Ferrari a été entre guillemets très conservateur sur leur choix de pneus, ce sont quand même des nouvelles structures de pneus Pirelli qu'on a découvert ce Grand Prix. Et puis, au moment où ils avaient toutes les informations, c'était la bonne stratégie et c'était la bonne décision à prendre. Et donc, les pneus qu'on a et cette nouvelle structure se comportent un petit peu différemment de ce que les équipes ont connu jusqu'à présent pendant ce début de saison 2023. Et ça peut faire foirer un petit peu les prévisions. En témoigne le vendredi d'ailleurs, quand tous les pilotes se plaignaient de l'équilibre de leur voiture, qu'ils ont travaillé pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près correct pour la course le dimanche. Bref, Carlos se fait foudroyer par Pérez, Albon et Leclerc, bilan P9, P10 derrière une Williams, malgré un bon rythme de course, ça fait vraiment mal pour le coup. Ferrari ne pouvait tout simplement pas prévoir la tenue des softs et la safety car, toujours P4 au championnat, toujours un petit peu loin d'Aston Martin. Bon allez, on parle du cauchemar d'une écurie qui repart après avoir pris un énorme coup sur la tête. Deuxième double DNF de la saison pour Alpine. Non, là les points ils veulent pas rentrer. Alors globalement, la voiture manque pas tant de performance que ça. Quand je vois comment Gasly tenait Alonso pendant toute la première partie de course, il y a à la fois un effet très encourageant et en même temps, les Aston n'étaient pas dans le coup ce week-end non plus, comme c'était le cas à Barcelone aussi, où c'était un peu brouillon, un peu moins bon en termes de rythme de course. C'était pas une surprise de voir les Aston un peu galérer. Et je me dis, bon, ça veut dire que c'est pas l'Alpine qui a fait un step, c'est l'Aston qui a fait un pas en arrière, quoi. Donc il manque un peu de perfo à Silverstone, de la vitesse de pointe essentiellement, tellement Gasly peinait à garder des concurrents derrière lui sans DRS, et heureusement qu'il avait le DRS sur Alonso pour rester accroché à lui. Mais surtout, à chaque fois, il manque de réussite chez Alpine, en tout cas que tout se passe à peu près correctement. Alors la Virtual Safety Car fait tomber Pierre à la P11 puisqu'elle se transforme en Safety Car pendant que Alonso fait un arrêt gratuit sous Safety Car et non pas sous VSC. Et du coup, il reste à la P6. Du coup, Pierre se retrouve en bataille avec Leclerc devant et Stroll derrière. Finalement, Gasly emmène gentiment Stroll légèrement hors piste à Stowe. Je vais peut-être faire criser certains, mais j'aurais tendance à dire ça joue sur cette action. C'est pas très beau, mais ça joue. Stroll n'était pas tout à fait devant au point de corde pour son attaque par l'extérieur. Mais par contre, clairement, il était bien à hauteur de Gasly pour que le Français soit obligé, pour moi, de lui laisser de la place. C'est pas ce qu'a fait le Français. Alors le Canadien, il n'est pas non plus sorti à l'autre bout du circuit. On est sur quelques centimètres en dehors de la ligne blanche. Donc le dépassement, je le trouve plutôt légitime, même si l'action fait brouillon. Globalement, c'est un peu brouillon, mais Gasly l'a un peu poussé, Stroll a quand même pris la place. Moi, ça me va. Si on ajoute un bac à gravier, je parie qu'on met 5 secondes de pénalité à Gasly. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en fait, toute l'action est brouillonne, et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'intervenir là-dessus. Bon alors ça s'échauffe un peu les esprits quand même parce que derrière Gasly plante l'exté dans le field avant de tenter la même chose sur Sainz mais qu'il ne conclut pas cette manœuvre parce qu'il se refait prendre par l'aspiration avant même Cops. Les deux manœuvres restent absolument magnifiques de la part de Pierre Gasly, là cet extérieur, cet enroulage, je ne sais pas comment on va dire, mais c'était absolument sublime. Et puis arrive le drame, Stroll par l'extérieur dans le virage 16, Gasly laisse de la place à l'extérieur mais reste bien devant, donc Stroll est en position de faiblesse dans la manœuvre, il s'engage jusqu'au bout quoi qu'il arrive, sort de la piste légèrement, saute sur les vibreurs, re-rentre sur la piste sans pouvoir tourner, il accroche Gasly qui se retrouve dehors, suspension cassée pour le Français. Alors là-dessus, rien à dire, je pense que 5 secondes c'est bien jugé sur l'action elle-même. Je pense que les deux se sont bien échauffés encore une fois pendant quelques tours, donc bon. Voilà, sur le contact, il y a collision effectivement, Stroll prend 5 secondes. Derrière qui abandonne pour Gasly, normalement à la FIA on n'en prend pas compte, mais le contact était pas foufou.
Esteban Ocon abandonne sur problème hydraulique assez tôt en course après une qualif qui était somme toute assez brouillonne. Alors je ne sais pas si c'est parce que les pneus étaient tout juste chauds et qu'il fallait partir absolument tout de suite, mais j'ai pas compris le move de dépasser Lance Stroll quand en fait il avait encore le temps pour se faire un gap, lancer son tour tranquillement, etc. Il y avait largement le temps de faire ça. Vous me direz dans les commentaires, j'ai pas tout vérifié, mais Esteban avoue avoir commis une faute là-dessus. Pourtant, la voiture, les deux Alpines étaient dans le rythme pour passer en Q3 assez facilement, je pense. Bref, P6 désormais quand McLaren fait carton plein. Ce qui est phénoménal, c'est que en fait, l'équipe l'année dernière fonctionnait bien et à part Gasly qui a repris la place de Fernando Alonso, il n'y a rien ou très peu qui a dû changer. Ça a quand même scoré un podium à Monaco, mais ça fait finalement autant le yo-yo que McLaren en début de saison. Je vais vous prévoir peut-être une vidéo sur Alpine, un de ces quatre, pour qu'on fasse le point parce que là, c'est les montagnes russes, le truc. Quatrième réaction, Hamilton et Mercedes, c'était pas folichon en qualif, P7 sur la grille, P6, P7 je crois même. La Mercedes a toujours du mal en qualif, quand en rythme de course, ça a l'air toujours un petit peu mieux, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est vraiment le cas ou pas. Hamilton derrière Sainz en début de course et c'était difficile pour le pilote britannique. Hamilton dit que l'ordre en termes de performance sur ce Grand Prix, c'est Red Bull, McLaren, Ferrari et Mercedes 4e. Alors oui, je pense que c'est pas totalement faux. Sur la saison, c'est quand même autre chose. C'est vrai qu'on n'attendait pas Hamilton sur le podium et on attendait beaucoup plus son coéquipier pour le coup qui a fait une très très belle performance. Alors Hamilton dit qu'il avait parié sur une safety car, donc il voulait aller le plus loin possible. Alors là aussi, je pense qu'il faut encore une fois interpréter correctement les dires du pilote britannique et peut-être un petit peu les préciser. C'est pas dans le plan de base d'attendre une safety car. C'est évidemment une fois que tout le monde s'arrête et surtout de voir la virtual safety car se transformer en safety car qu'il attendait le plus. Du moins, je l'interprète encore une fois comme ça, tu vois. Je me dis, on peut pas être 7 fois champion du monde et avant de monter dans la voiture pour prendre le départ, dire on va parier sur l'apparition d'une safety car tour 30 ou un truc comme ça. Je pense pas, tu vois. C'est vraiment en mode plus le relais s'allonge, plus on se dit on va peut-être essayer d'aller chercher une safety car. Bref, les softs pour aller attaquer Norris sur cette deuxième partie de course et comme pour Russell, on a vu que les softs donnaient du jus, mais une fois passé, ça devenait un petit peu plus compliqué, voire presque impossible, j'allais dire, de se rapprocher et de tenter une nouvelle attaque. Alors ça a bien joué la safety car pour la voiture numéro 44, ça a été beaucoup moins bénéfique pour la voiture numéro 63 qui aurait probablement dû se retrouver sur le podium tête, ou en tout cas avec une très belle bataille entre Piastri et George Russell, je pense. Ça aurait peut-être pu donner un truc comme ça, mais bref. Voilà, c'est comme ça. Alors Mercedes prend quand même 25 points et continue de creuser l'écart avec Aston Martin et Ferrari. Cette P2 au championnat, ça sent bon pour le moment et ça revient de loin vu le début d'année 2023 et la saison 2022 avec le fameux concept du zéro pod qu'ils ont abandonné. Attention, les équipes ont déjà commencé à basculer sur la voiture de 2024, bien qu'on va encore continuer de voir des améliorations arriver sur les prochains Grands Prix parce que tout simplement elles étaient déjà prévues, mais ça y est. Le coup d'envoi commence à se faire pour travailler déjà bien comme il faut, mettre plus en plus de ressources sur les voitures de 2024. Bon allez, on termine sur la performance absolument magnifique de McLaren, non pas juste sur la course, mais sur l'ensemble du week-end. Ils ont été là du début à la fin, en qualif, ils ont été ultra rapides et surprenants, et surtout, les deux pilotes ont répondu présent. Piastri confirme son talent et son pilotage, sérieux, propre, malgré la pression. Il n'est pas largué par rapport à Norris et ça depuis le début de saison. Bon, évidemment, quand ils n'ont pas tout à fait la même voiture, en Autriche, c'est un peu plus compliqué. Départ catastrophique de Verstappen, Norris passe sans aucun problème, presque pareil pour Piastri. Et là où on s'attendait à voir Verstappen reprendre tout de suite son dû, ça a duré quand même presque, je dirais, un bon quart, voire un bon tiers de premier relais, si je dis pas de bêtises. Mais surtout, le plus impressionnant dans tout ça, c'est que Norris, Verstappen et Piastri arrivaient à creuser continuellement l'écart avec tout le reste du paquet sur tout le premier relais. Puis alors en fin de premier relais, on voyait quand même les McLaren commencer à rendre un petit peu de performance entre guillemets par rapport à la Red Bull avec l'usure des pneumatiques. Donc là-dessus, c'est plutôt normal. Mais le rythme, va falloir m'expliquer. Derrière, une fois la safety car passée, là aussi ça a tenu bon face à Lewis Hamilton en soft 9 contre les hard 9 de Lando Norris.
La McLaren a une grosse vitesse de pointe, ça suffit pour bien défendre sur un Hamilton qui était opportuniste et qui avait les dents qui rayaient le parquet. Mettre les hards sur les deux McLaren, c'est pas spécialement une erreur de base, mais en fait c'est une stratégie pour tenter de ne pas perdre plutôt que de faire une stratégie pour tenter de gagner. Vous voyez ce que je veux dire un peu? On n'a pas voulu prendre le risque de se retrouver avec peut-être de la surchauffe sur les softs et perdre le podium de cette manière. Surchauffe d'ailleurs qui est arrivée chez Verstappen et je me dis que ça doit être aussi le cas de Lewis Hamilton puisque après peut-être 2 ou 3 tentatives, je ne sais plus, il avait peut-être plus assez de jus dans le pneu ou en tout cas plus assez de performance dans le pneu pour revenir, retenter sa chance. Beaucoup méritaient le podium sur ce Grand Prix. Russell, Piastri en particulier aussi méritait de monter sur la boîte comme on dit. Alors, vous avez tous la même question. Est-ce que ça va durer chez McLaren? C'est une très bonne question, frérot. Je sais pas. Je pense que quand même, on a une image qui est assez biaisée par la piste, les conditions, la hiérarchie et les améliorations apportées entre les uns et les autres sur ce Grand Prix qui nous a donné ce classement à date. L'Autriche et Silverstone sont quand même des circuits qui correspondent plutôt bien à la McLaren de base. C'est ce que disent Piastri et Norris. Donc je me dis qu'à Spa, on devrait les voir plutôt pas trop mal, mais ce qui m'intéresse le plus pour mesurer véritablement le step en avant, ou pas d'ailleurs, de McLaren, ça va être la Hongrie. On sera sur un circuit complètement différent. S'il fait chaud, ça va être des conditions qui sont complètement différentes, donc ça va être un très très bon test. Je le rappelle, la Hongrie, circuit sinueux, avec peu de virages rapides. On va voir à quel point la McLaren a une performance qui est homogène ou pas, ou si elle est juste très rapide sur des circuits à plutôt faible appui aérodynamique. Si c'est le cas, on pourrait donc voir l'émergence d'une sorte de Big Five entre guillemets pour se battre pour le podium chaque week-end jusqu'à la P10, ce qui mettrait Alpine un petit peu dehors. Bon allez, je vous laisse avec un bonus, un énorme bravo pour la première victoire en Formule 2 de Victor Martins en course longue s'il vous plaît. Et un joli double podium pour Théo Pourchaire. La lutte pour le titre continue. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve jeudi pour une petite vidéo assez spéciale. Et oui, je vous ferai un petit débrief des 6 heures de Monza qui sont courues là ce même dimanche, où on a quand même vu une Peugeot dépasser une Toyota pour la tête de la course. Voilà, je tenais à le préciser. Sur ce, ciao ciao.